Et si la haine, la guerre, la violence, c'était pas du tout des échecs de notre moralité, mais plutôt les outils de construction préférés de Mère Nature. C'est une hypothèse qui bouscule vraiment tout ce qu'on croit savoir sur l'humanité, en fait. Ça efface complètement cette frontière un peu confortable qu'on se met entre la biologie pure et nos constructions sociales. Ouais, totalement. Parce qu'en général, quand on cherche un diagnostic, on veut une certitude, quoi. Un peu comme en ingénierie. C'est ça, le côté binaire. Voilà. Un bras cassé, tu fais une radio, tu vois une ligne blanche bien nette et le médecin pointe la fracture. C'est rassurant. Mais dès qu'on entre dans le domaine du comportement humain, de l'évolution de nos sociétés, cette machine à rayon X, elle tombe en panne. Le paysage devient beaucoup plus flou. Très flou. Et c'est précisément dans ces eaux troubles qu'on va plonger aujourd'hui avec notre exploration détaillée du livre The Lucifer Principle, donc le principe de Lucifer de Howard Bloom. L'objectif, c'est vraiment d'examiner une perspective scientifique audacieuse sur la fonction biologique du mal. Décortiquons tout ça parce qu'il y a du boulot. Il y en a, oui. Et observer l'humanité sous cet angle, ça nécessite vraiment une certaine distance clinique. Et c'est un point super important à préciser dès le départ pour ceux qui nous écoutent. Au fil de cette analyse, on va forcément croiser des exemples historiques et politiques très chargés. Des sujets sensibles, oui. Carrément. On va parler de figures de l'extrême gauche, comme Karl Marx ou Fidel Castro, d'idéologies d'extrême droite, de fondamentalistes religieux, ou même de politiciens conservateurs américains comme Orville Faubus. Donc, je tiens à être très clair, le but ici n'est absolument pas de prendre parti. On ne défend ni ne condamne ces idéologies aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'examiner ces mouvements humains à travers une lentille purement biologique. Un peu avec la froideur d'un scientifique qui observerait une colonie de cellules sous un microscope, tu vois. Exactement. Juste rapporter l'effet du livre. Alors, par où on commence cette observation clinique ? La première étape, c'est de dissiper une illusion très tenace. Ce fameux mythe du bon sauvage popularisé par Jean-Jacques Rousseau. Ah oui, l'idée que la nature est fondamentalement pacifique. C'est ça. Cette croyance que seule l'arrivée de la civilisation ou de la technologie aurait en quelque sorte corrompu l'être humain. Sauf que les données éthologiques montrent une réalité diamétralement opposée. C'est pas si rose dans la nature. Loin de là. La violence est omniprésente, même chez des espèces qui sont très éloignées de la nôtre. Prends les fourmis par exemple. Elles se livrent à des guerres territoriales massives, elles font des raids et elles réduisent même les colonies vaincues en esclavage. Des fourmis esclavagistes, ouais. Et même les animaux qu'on idéalise, non ? Complètement. Les bandes de dauphins qu'on perçoit souvent comme l'incarnation même de la douceur, ils s'engagent dans des combats d'une brutalité extrême très coordonnée. Et si on se rapproche un peu de notre branche familiale, de nos cousins directs, l'image de la nature harmonieuse, elle vole complètement en éclats. Totalement. La primatologue Jane Goodall a elle-même raconté avoir ressenti un choc profond, mais vraiment une horreur, quand elle a découvert de véritables guerres meurtrières chez les chimpanzés de Gambes. Des guerres organisées. Oui, systématiques et calculées. Et Diane Fossé, de son côté, a mis au jour des crânes de gorilles qui portaient les traces de morsures fatales infligées par des tribus rivales. Donc, la guerre préexiste très largement à l'invention de l'agriculture ou des armes modernes. Et il y a un mythe qui tombe aussi par rapport au genre, non ? Absolument. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette violence n'est pas du tout le monopole exclusif des mâles, contrairement à cette idée reçue d'une agressivité qui serait purement patriarcale. Ouais, les femelles peuvent être terrifiantes. Les femelles rivalisent avec une férocité inouïe pour assurer la suprématie génétique de leur propre progéniture. L'histoire des fils en est le parfait exemple, je trouve ça glaçant. C'est cette femelle gorille qui est allée jusqu'à tuer et même manger le bébé d'une rivale au sein de son propre groupe. Juste pour éliminer la concurrence. Voilà, pour garantir l'ascension de ses propres enfants. Et ce schéma, on le retrouve tout au long de l'histoire humaine. Il suffit de regarder la Rome antique avec Livia. Ah oui, Livia. Elle a méthodiquement éliminé tous les héritiers rivaux pour s'assurer que ce soit ses propres fils qui accèdent au trône. C'est exactement la même dynamique. Ou encore au Kenya, ces femelles babouins qui harcèlent mortellement les bébés des mères de rang inférieur. C'est brutal, mais biologiquement logique. Et pour expliquer d'où vient cette brutalité partagée, le chercheur Paul D. MacLean propose un concept très intéressant. Le cerveau triunique. Le cerveau en 3 parties, c'est ça. Exactement. Il explique que l'évolution n'a pas du tout remplacé nos anciennes structures cérébrales, elle a juste empilé de nouvelles couches par-dessus. Donc, à la base, tout au fond, il y a le cerveau reptilien. Celui hérité de nos ancêtres les plus lointains. C'est ça. Lui, il gère la survie pure, le territoire, l'agressivité et la reproduction.
Ensuite, par-dessus, c'est développer le cerveau mammifère, qui est responsable de l'attachement au groupe, des soins maternels, des émotions. Et la dernière couche? Et enfin, recouvrons tout ça comme un fin vernis, il y a le néocortex. C'est la partie qui nous permet le langage, la raison, l'anticipation complexe. En fait, c'est une architecture assez dingue. J'aime bien utiliser cette analogie. C'est un peu comme essayer de faire tourner des logiciels d'intelligence artificielle de pointe sur un vieil ordinateur des années 80. C'est une très bonne image, ouais. L'interface graphique a l'air super moderne, hyper fluide grâce au néocortex, mais en coulisses, c'est toujours le vieux code source primitif, le cerveau reptilien, qui dicte toutes les opérations de base de la machine. Et ce vieux code source, il obéit à une logique implacable que le biologiste Richard Dawkins a appelée la cupidité des gènes. En fait, l'organisme individuel, que ce soit un gorille, un dauphin ou un humain, la génétique s'en fiche. Elle le perçoit juste comme un véhicule jetable. Un simple taxi pour l'ADN, quoi. C'est exactement ça. Nos gènes sont des usines microscopiques dont le seul et unique but est de se reproduire à tout prix. Et Mère Nature utilise la tragédie, la violence, la faim sexuelle comme des outils pour forger des véhicules de survie toujours plus performants. Mais, et c'est là que j'ai une question pour toi, il y a un bug apparent dans cette théorie darwinienne classique du gène égoïste. Si on est programmé uniquement pour assurer notre propre survie et transmettre notre ADN, comment la nature a-t-elle pu programmer un bouton d'autodestruction en nous? Tu veux dire les comportements qui vont à l'encontre de notre propre survie? Oui, quel avantage évolutif y a-t-il à la dépression ou au suicide? L'histoire est remplie d'exemples d'individus qui se sacrifient, ce qui contredit complètement l'idée de la simple survie individuelle. C'est un vrai paradoxe. En biologie classique, on utilise souvent le concept de sélection de parentèle pour expliquer ça. L'idée qu'on se sacrifie pour sauver ceux qui partagent nos gènes. Voilà, sauver ses enfants, ses frères. Mais cette théorie, elle atteint très vite ses limites quand on observe la complexité humaine. Le sociologue Émile Durkheim a beaucoup étudié ce qu'il appelle le suicide altruiste. C'est-à-dire se tuer pour une cause plus grande. C'est ça. On l'a vu avec les kamikazes japonais à Okinawa pendant la guerre, ou même avec ces hommes d'affaires ruinés lors du crash de 1929. Ceux qui se jetaient par la fenêtre. Oui, ils se suicidaient pour cesser d'être un fardeau social ou par honneur. Ce genre de comportement outrepasse très largement la simple protection de la famille immédiate. Mais on voit ça aussi chez les animaux, non? Des individus qui risquent leur vie pour des inconnus? Tout à fait. L'exemple classique, c'est la gazelle de Thompson. Imagine un troupeau. Un léopard approche en cachette. Une des gazelles le repère. Au lieu de fuir silencieusement pour sauver sa peau, ce qui serait logique, Elle donne l'alerte? pire que ça. Elle se met à faire des bonds sur place et à crier. Elle attire volontairement toute l'attention du prédateur sur elle, pour alerter l'ensemble du troupeau. Et pourtant, la majorité des gazelles sauvées ne partagent même pas ces gènes. Donc, si l'évolution repose sur la survie du plus apte, ce bouton d'autodestruction ressemble à une erreur de codage monumentale. Sauf si on change de paradigme. La clé, c'est de changer d'échelle de lecture. La compétition évolutive ne se joue pas seulement entre des individus, mais entre des groupes. D'accord? Donc l'individu n'est plus l'unité principale. C'est la notion de superorganisme. L'individu devient juste une cellule sacrifiable pour la survie de ce superorganisme. Les organismes primitifs nous le montrent très bien. Genre les éponges marines, j'ai lu ce passage, c'est fascinant. C'est incroyable, oui. Si tu prends une éponge marine et que tu la passes à travers un tamis pour séparer toutes ses cellules, Elle mord? non. Elle nage aveuglement dans l'eau jusqu'à se retrouver et elles s'agglomèrent pour recomposer l'éponge entière. Elles n'agissent pas comme des individus indépendants. C'est fou! Et c'est pareil avec les amibes, non? Les myxomycètes, oui. Ce sont des amibes solitaires, mais en temps de famine, elles fusionnent toutes ensemble pour former une immense tige sporifère unique afin de survivre. L'individu sacrifie sa liberté et parfois son existence pour la colonie. Donc si on applique ça aux humains, nos sociétés, nos cultures, ce sont des super-organismes géants. Exactement. Mère Nature te perçoit, toi ou moi, comme une simple cellule. Ta seule utilité, c'est de maintenir la bête géante en vie. Alors là, si on pousse cette logique, ça veut dire que si on est juste une cellule de ce vaste tissu social, être coupé de ce réseau, ça doit déclencher des trucs terribles au niveau physiologique. C'est catastrophique, oui. L'isolement, c'est pas juste un coup de blues psychologique, ça devient un véritable poison biologique. En biologie cellulaire, je crois qu'on appelle ça l'apoptose, c'est ça, hein? L'apoptose, oui, la mort cellulaire programmée. En gros, quand une cellule cesse de recevoir des signaux chimiques qui prouvent son utilité au reste du corps, elle enclenche son autodestruction. Elle se suicide, littéralement. Et à l'échelle humaine, on observe un phénomène tragiquement similaire. Quand la société, ou le super
super-organisme ne réclame plus l'individu, le corps s'éteint. Il y a une étude bouleversante de René Spitz sur des orphelins qui le prouvent. C'est l'étude sur les bébés qui dépérissaient, c'est ça? Oui, des nourrissons placés dans un environnement hygiénique impeccable, parfaitement nourris. Mais ils étaient privés de contact physique, ils n'étaient pas tenus dans les bras. Sur 91 bébés, 34 sont morts. 34 sur 91, juste par manque de contact? Leurs corps ont simplement abandonné. Ils n'étaient reliés à aucun réseau social tangible, donc la biologie a dit « on arrête ». Et ça touche aussi les autres primates. Ah oui, l'histoire du jeune chimpanzé de Gombe, Flint. Flint, voilà. Il était en parfaite santé physique, mais à la mort de sa mère, Flo, qui était vraiment son unique lien avec le tissu social de la tribu, il s'est isolé. Et il est mort en quelques semaines, d'une sorte de désespoir biologique foudroyant. C'est déchirant. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant quand on regarde l'histoire humaine. L'apoptose sociale, elle frappe aussi des figures historiques qu'on croirait invincibles. Prends T.E. Lawrence, le fameux Lawrence d'Arabie. Un exemple parfait. En temps de guerre, cet homme était galvanisé. Il sentait être un rouage vital pour la révolte arabe, pour l'Empire britannique. Il avait des capacités physiques et une endurance presque surhumaine. Il était porté par le super-organisme. Exactement. Mais une fois la paix revenue, il s'est retrouvé retranché, anonyme en Angleterre. Et là, c'était plus du tout le même homme. Il était vidé de tout sens, inutile au corps social. Et sa mort dans un accident de moto assez banal, beaucoup de biographes l'analysent comme une sorte de pulsion d'autodestruction inconsciemment programmée. Parce qu'il n'était plus connecté. Et ça détruit complètement une des fictions les plus tenaces de notre monde moderne, ce fameux mythe de l'individu solitaire. Le loup indépendant, fier, totalement imperméable au regard ou au jugement d'autrui. Ce mythe est une fiction très dangereuse. On adule des leaders stoïques, comme le général romain Scipion l'Africain, qui projetaient une aura d'indépendance totale. Mais c'est une façade. Chez les primates, le mâle alpha affiche souvent une indifférence totale au milieu du chaos de la tribu. Genre je gère, rien ne m'atteint. Voilà. Mais les éthologues ont remarqué que dès que ce même mâle alpha se retrouve hors de vue du groupe, caché derrière un buisson, il se met à faire des grimaces de terreur liées à un niveau de stress astronomique. C'est fou. Donc le besoin d'approbation du groupe, il est littéralement câblé dans notre chair. La psychoneuroimmunologie le mesure très bien. L'isolement provoque une chute directe de l'activité de nos cellules tueuses naturelles, les gardiennes de notre système immunitaire. Donc l'appartenance, c'est pas un luxe pour se sentir bien, c'est une nécessité immunologique. D'accord, mais ça pose un énorme problème structurel tout ça. Parce que vivre ensemble, en société, ça génère forcément des frictions, des injustices, d'immenses frustrations. C'est inévitable. Alors, comment le superorganisme fait-il pour ne pas exploser de l'intérieur sous la pression de tous ces individus frustrés ? Eh bien, sa méthode préférée, et de loin, c'est l'invention de l'ennemi, la création d'un bouc émissaire externe. La dynamique du « nous contre eux Exactement. Et ça commence très bas dans l'échelle de l'évolution. Même les anémones de mer, qui n'ont pas de cerveau centralisé, elles se livrent instinctivement à des guerres territoriales contre les colonies qui ont une génétique différente. ». Une xénophobie de base, quoi. Et chez nous, les humains, ça se raffine. On invente des codes complexes pour distinguer notre camp. Ça peut être les vêtements ouvriers que Lénine a adoptés pour s'intégrer, ou des styles de barbe spécifiques dans certaines traditions islamiques. Des signaux qui crient « Hé, je fais partie du superorganisme, dirige ton agressivité ailleurs ». C'est tout à fait ça. Il faut décharger l'agressivité. Il y a une expérience de psychologie animale très parlante là-dessus. On prend un rat, on met sa nourriture derrière une barrière en plastique transparent. Le rat essaye de l'atteindre, il n'y arrive pas, la frustration monte. Et que fait-il ? Il finit par se retourner et attaquer violemment l'objet le plus proche de lui, souvent un simple goupillon de laboratoire qui n'a rien à voir. L'homme réagit pareil. Il génère de la rage, et le superorganisme doit canaliser cette rage vers l'extérieur pour ne pas imploser. Et ça passe souvent par ce qu'on appelle la projection, non ? Absolument. C'est issu des études sur la personnalité autoritaire, la fameuse échelle F. L'individu va refouler ses propres impulsions inavouables, comme la violence ou des pulsions sexuelles, et il va les projeter sur un ennemi désigné. L'ennemi devient le miroir de nos propres démons. Ah, ça me rappelle cet exemple incroyable dans le livre. Un groupe de mères de famille dans le comté d'Orange, en Californie, des femmes issues de milieux ultra-puritains. Ah oui, l'histoire des manuels scolaires. C'est ça, elles accusaient un groupe abstrait qu'elles appelaient les humanistes laïques de vouloir pervertir la jeunesse. Leur projection était tellement forte qu'elles prenaient les manuels scolaires de leurs enfants et les examinaient littéralement au microscope.
Au microscope. Oui, elles étaient convaincues d'y trouver des images sexuelles minuscules cachées dans les dessins. Elles cherchaient avec tellement d'acharnement qu'elles finissaient par voir des organes génitaux dans les branches d'un arbre dessiné. Tu imagines? Hmm. La menace était fabriquée de toutes pièces par leurs propres esprits refoulés. Et le pire, c'est l'instrumentalisation politique de cette mécanique. C'est une constante historique. Quand Orville Faubus, le gouverneur de l'Arkansas dans les années 50, pour gagner ses élections, il a orchestré de fausses menaces de violence de la part de la communauté noire à Little Rock. Il a inventé une menace? De toutes pièces. Il a déployé la garde nationale contre un péril fantôme, juste pour créer une menace existentielle et forcer l'électorat blanc à se souder derrière lui. Et Fidel Castro a fait exactement la même chose à Cuba. En inventant un complot américain? Oui. Pour consolider son pouvoir totalitaire et pousser le modéré Manuel Urrutia à la démission, il a inventé un complot américain imminent. Fabriquer cet ennemi a suffi pour écraser la dissidence au nom de la survie de la nation. Mais du coup, j'ai une question un peu cynique. Sommes-nous en train de dire que la haine, ce truc qu'on condamne tous moralement, c'est en fait la brique architecturale qui empêche nos sociétés de s'effondrer? Si l'on relie cela à une perspective plus globale, la réponse est malheureusement oui. L'évolution fait souvent ça. Prends la formation de nos os. Nos os? Le squelette. Toxique hors d'elle-même. D'accord. Et au fil du temps, ces amas de dépôts calcaires expulsés se sont empilés et sont devenus la structure porteuse de l'organisme, le squelette. La rage et la frustration, c'est notre calcium toxique. L'histoire montre que la paix interne d'un groupe est presque toujours achetée par la guerre externe. L'ennemi sert de paratonnerre. D'accord, je comprends comment ça marche pour une petite tribu. Mais quand le super-organisme compte des millions d'individus qui ne se croiseront jamais de leur vie, l'odeur ou la génétique, ça suffit plus pour se reconnaître. Comment on maintient la cohésion? Eh bien, c'est là qu'on passe des gènes aux mêmes. Les idées virales. Chez les rats, l'identification se fait par l'odeur. Un rat peut tuer son propre frère si on l'a frotté avec l'odeur d'une autre tribu. Les premiers humains utilisaient des dieux tribaux, très liés à la génétique locale. Et ensuite? Ensuite, quelqu'un comme saint Paul arrive. En prêchant aux non-juifs, il a détaché la divinité de la génétique. Il a créé un mème, une idée transmissible capable de fédérer des millions de cerveaux sous une même croyance, peu importe leur ADN. Et ce qui est fou, c'est que le succès d'un mème n'a rien à voir avec le fait qu'il soit vrai ou faux. Sa seule fonction, c'est d'être de la colle sociale. Et surtout, d'offrir une puissante illusion de contrôle. L'illusion du contrôle est vitale. Reprenons les rats de laboratoire. On expose des rats à des chocs électriques aléatoires. Très vite, ils développent des ulcères, leur système immunitaire s'effondre sous un flot d'endorphines paralysantes. Parce qu'ils subissent sans rien pouvoir faire. Exactement. Mais si on donne à un autre groupe de rats un petit bouton qui leur permette d'arrêter les chocs, ils restent en parfaite santé, même s'ils subissent au final la même quantité de décharge. Le simple fait d'avoir le contrôle ou l'illusion du contrôle évite la chute immunitaire. Et on fait exactement pareil. L'exemple des artisans Kuta en Inde est génial. Ils payaient des sommes folles aux sorciers de la tribu voisine, les Kurumba, pour se protéger de maladies invisibles. Ils n'achetaient pas un vrai remède médical. Ils achetaient le sentiment de contrôler l'incontrôlable. Voilà, et on aurait tort de se moquer parce qu'on fait pareil avec la médecine moderne. La surmédicalisation des maux de dos chroniques, par exemple. On fait des myélogrammes, des chirurgies complexes, on prescrit des anti-inflammatoires à l'appel, souvent sans vrai résultat. C'est souvent juste pour vendre l'illusion du contrôle aux patients angoissés. Comme le clergé médiéval qui vendait des indulgences. C'est la même mécanique. Et c'est pour ça qu'une idéologie, un mème, n'a pas besoin de fonctionner pour survivre. Prends la secte des soucoupes volantes de Madame Kitsch, ou William Miller avec l'adventisme. Il prédisait la fin du monde à une date précise, non? Oui, et quand la date est passée et qu'il ne s'est rien passé, au lieu de se dire « on a eu tort », l'échec a paradoxalement renforcé leur activité de prosélytisme. Il fallait recruter plus pour garder le groupe soudé face à la dissonance cognitive. La survie du groupe prime sur la vérité. C'est comme la théorie de Karl Marx, qui avait des failles et avait isolé ses partisans au début. Absolument. Mais au moment de l'effondrement de la Russie tsariste grâce au talent d'organisation pur de Lénine, ce mème s'est propagé de manière virale pour recoller les morceaux de la société. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final? L'informatique nous donne une bonne image avec le problème du voyageur de commerce. C'est ce casse-tête où un ordi doit trouver le chemin le plus court entre plusieurs villes. Un ordi classique calcule tout un par un. Ça prend un temps fou. C'est trop linéaire.
Exact, mais un réseau de neurones artificiels, lui, il teste des millions de chemins en parallèle. Eh bien, le superorganisme humain, c'est pareil. Il utilise des millions de cerveaux, tous infectés par des mèmes différents, pour résoudre les problèmes complexes de survie et prédire d'avenir. Ce qui soulève une question importante. Nos mèmes, nos visions du monde, même si elles sont pleines d'erreurs magiques, restent des outils de prédiction surpuissants. Les agriculteurs balinais ont programmé leur irrigation pendant des siècles grâce à des rituels religieux très stricts. C'était magique, mais ça marchait parfaitement sur le plan agricole. C'était fonctionnel. Et au plus haut niveau de la science, c'est pareil, Albert Einstein a utilisé les modèles abstraits de Riemann, des concepts purement mathématiques pour formuler sa physique. Le cerveau utilise des modèles pour appréhender le monde. En gros, cette analyse d'aujourd'hui, elle nous invite vraiment à voir le monde d'une nouvelle façon. L'humanité n'est pas juste une collection d'individus libres, rationnels, qui font leur petite vie dans leur coin. C'est beaucoup plus organique que ça. On est les cellules d'une bête immense. On est liés par des idées virales, les mêmes, et on est terrifiés au plus profond de nous par l'isolement, qui est mortel. Et pour couronner le tout, on est biologiquement prêt à haïr l'autre sous l'effet d'illusions orchestrées juste pour maintenir notre groupe en vie. C'est un portrait de famille un peu sombre mais fascinant. Très sombre. Et du coup, je voudrais terminer sur une réflexion ouverte pour ceux qui nous écoutent, une pensée un peu vertigineuse à méditer. Je t'écoute. Si la biologie humaine nécessite de fabriquer un ennemi externe pour générer la cohésion interne, est-ce que ça veut dire que la paix mondiale globale n'est qu'une illusion évolutive impossible? C'est la grande question. Ou alors, Ou alors, la prochaine grande évolution de nos mèmes sera peut-être capable de court-circuiter notre cerveau reptilien. On pourrait désigner un ennemi non humain. s'unir contre autre chose. Voilà, comme la maladie, l'entropie ou même le vide spatial. Quelque chose d'assez vaste pour unir enfin le super-organisme humain tout entier. S'unir contre l'univers plutôt que les uns contre les autres. C'est une belle perspective pour clore cette plongée. Merci de nous avoir suivis dans ce décortiquage des forces de l'histoire et à la prochaine.